Et bonsoir à toutes et à toutes, un grand merci de nous rejoindre. Quelle comédie ce soir en direct, comme chaque lundi, depuis le secrétariat général de la Comédie Française Place Colette à Paris, qui jette un coup de projecteur sur deux actions éducatives spécifiques. En effet, nous sommes en juin, alors en juin, les années scolaires se terminent et beaucoup de projets voient également arriver le temps de leur restitution. Alors ce soir, place à la jeunesse, autour de deux dispositifs. Il y a un dispositif national qui est le concours Les Jeunes rendent hommage à Molière. La remise des prix s'est tenue vendredi dernier, salle Richelieu. C'était un moment de fête, un moment émouvant aussi, dont Marina Giannico va pouvoir témoigner. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur agrégé de lettres modernes au collège Jean Villard de Villetaneuse. Et puis, un dispositif francilien connu sous le nom de Jeunes Bureaux. Il s'agit d'une promotion de 18 jeunes de 18 à 25 ans retenus pour la diversité de leur parcours personnel et qui passent une saison entière à la Comédie Française. Ils suivent différents ateliers, ils voient tous les spectacles. Samedi prochain à 17 h à la coupole de la salle Richelieu, ils présenteront leurs travaux d'écriture sous la direction de Christian Gonon. Et Anis et Jen, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous étiez au Jeune Bureau la saison 22-23 et ce soir, vous allez pouvoir témoigner de ce que cette expérience vous a apporté. Et puis Marine Jubin, bonsoir. Bonsoir Judith. Vous êtes la responsable du service éducatif de la Comédie Française. Depuis de nombreuses années, vous semez autant que vous récoltez les fruits de toutes ces actions. Alors peut-être qu'avant de rentrer dans le détail de ces deux projets qui nous occupent ce soir, un petit mot plus général sur ces actions. Est-ce que le fait que ces actions créent à chaque fois des collectifs serait peut-être la clé de leur résonance, de leur multiplication, un peu comme la multiplication des pains, le fait que ce soit une expérience collective? Est-ce que c'est cardinal dans la réussite de ces projets? Je dirais que c'est cardinal, oui. Moi, j'aime le collectif et j'aime la lecture autour du théâtre. Et je trouve que ces deux projets, ces deux dispositifs que sont les Jeunes rendent hommage à Molière et le Jeune Bureau s'articulent l'un comme l'autre autour de la lecture et d'une lecture partagée. Et c'est ce qui me touche le plus. Je continue à penser que la lecture est la pratique culturelle la plus démocratique et qu'il n'y a pas de théâtre sans lecture, il n'y a pas de lecture non plus sans une forme de théâtralité. Et c'est sans doute le point commun entre ces deux projets. Et après, le collectif, oui, c'est sans doute ce qui nous sauvera, c'est sans doute ce qui sauvera aussi cette jeunesse. Anis en est le parfait illustrateur, mais c'est vrai qu'après ce confinement qu'on a rencontré, qu'on a connu, qu'on a subi, la réponse apportée par ces deux dispositifs me semble trouver un sens particulier dans la jeunesse et aussi pour nous qui encadrons ce type de dispositif. Cette force du collectif, finalement, vous l'avez chacun senti, vous en préparant votre classe pour donc ce concours, Les Jeunes rendent hommage à Molière, et vous en participant au Jeune Bureau, je le disais, qui est comme ça une sorte de collectif de jeunes qui ont des parcours tous complètement différents. Ouais, Exactement, des vies différentes, des cultures complètement différentes. Peut-être qu'on peut... J'allais dire commencer par le concours, parce que peut-être que ceux qui nous regardent n'ont pas toutes les clés de ce que représentent ces deux dispositifs. On connaît, quand on connaît la Comédie Française, cet hommage à Molière qui se rend le jour anniversaire du 15 janvier, où les comédiens de la troupe donnent le spectacle du soir, qui se donne le 15 janvier, et puis après le spectacle, le rideau remonte, et chacun des acteurs de la troupe vient à l'avant-scène et dit une phrase de Molière choisie avec son cœur selon le moment. Ce jeune concours, enfin les Jeunes rendent hommage à Molière, c'est ce même principe. C'est ça. Donc chacun dans une classe trouve une phrase. Alors comment est-ce que vous avez préparé vos élèves? D'abord, qui sont vos élèves? Et comment est-ce que vous les avez préparés à ce concours? Donc mes élèves, il faut savoir que ils commencent à apprendre la langue française dans ma classe, dans mon dispositif. L'UPE2A, c'est l'unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants.
Ce sont des élèves qui viennent un peu de partout dans le monde et qui sont parfois débutants en français, parfois ils parlent mais ils n'écrivent pas. La classe est très hétérogène. Le projet est né de l'envie à la fois de faire connaître la culture française, puisque c'est une de mes missions. Dans cette classe, nous n'avons pas un programme comme dans les autres niveaux, comme ça peut être une classe ordinaire en français, mais nous sommes censés permettre aux élèves de suivre au bout d'un an, de 3 trimestres, les cours du niveau de leur âge. Et donc le théâtre me paraissait le moyen le plus sûr, à la fois de leur donner le goût de la lecture, de leur faire connaître un pan fondamental de la culture française, des institutions. Cela permet aussi de faire des sorties et donc de montrer aux élèves des lieux de la culture française, de l'histoire de France. Et bien évidemment, comme vous le disiez, la question fondamentale est la lecture. Donc nous avons commencé par regarder des extraits de vidéos sur Canopé, qui est un outil très très précieux pour les enseignants de français qui veulent faire du théâtre, puisqu'il y a vraiment beaucoup de captations différentes. Et ensuite, on a lu des extraits de l'Avare, des Fourbis Scapin, et ensuite, de fil en aiguille, nous avons essayé de lire tous les titres des comédies de Molière, puisqu'on a commencé au moins à comprendre quels étaient les thèmes essentiels. Et une fois ces thèmes collectivement reconnus par les élèves, il a été décidé d'en choisir 3, ce qu'on voit dans la vidéo que nous avons envoyée à la Comédie Française, à savoir corriger les défauts des hommes, le mariage et la médecine. Et donc à partir de là, les élèves ont été divisés en groupes pour qu'ils puissent à la fois, un groupe hétérogène pour que ceux qui parlent le mieux puissent aider les autres. Et ils ont été invités à se plonger vraiment dans les livres que je leur avais donnés, chercher des mots-clés, puisque tous ne maîtrisent pas bien le français, chercher les mots-clés, à partir de là, choisir des citations qui leur plairaient, soit pour leur musicalité, soit parce qu'ils en comprenaient mieux le sens. Et on les a guidés, je dis on parce que je n'étais pas toute seule. On a eu des ateliers avec Anne-Sophie Robin du théâtre Gérard Philippe. Nous avons eu un partenariat. De Saint-Denis. De Saint-Denis, oui. En Seine-Saint-Denis. Puisque Villetaneuse et Saint-Denis sont vraiment très proches. Donc le théâtre Gérard Philippe est notre théâtre de proximité. Et d'ailleurs, nous y avons vu de spectacles avant de venir à la Comédie Française, voir les Fourbis Scapin en fin d'année. Voilà. Donc ça s'est fait un peu comme ça. Et à partir de là, les élèves ont joué le jeu puisqu'ils ont assez rapidement choisi des phrases. Je les ai certes un peu guidés, mais ce que j'ai trouvé vraiment passionnant dans le projet, c'est qu'une sorte d'entraide s'est mise en place. Et donc, ceux qui étaient plus avancés aidaient ceux qui l'étaient moins. Et à partir de là, ils ont choisi les citations. Et après, ils les ont apprises. Et Anne-Marie, Anne-Sophie, nous a aidés à bien les prononcer. C'est un concours qui est assez récent, Marianne. C'est un concours qu'on a mis en place à l'occasion du 400e anniversaire de Molière en 2022, qui a donc 3 ans d'existence, mais qui est passionnant parce que via les vidéos, en fait, on touche des établissements de toutes les académies de France, des établissements dans les Dromcom, dans les lycées français à l'étranger aussi. Dans les lycées français à l'étranger, là on a eu Miami, Tunis, Bucarest. Tous ces établissements ont participé, la Nouvelle-Calédonie, l'île de la Réunion. Donc c'est vrai que le fait de réaliser une petite vidéo en classe avec des moyens pauvres permet une démultiplication au niveau du territoire qui est vraiment intéressante. Comme si cet hommage en fait était l'hommage de pas tous les Français, mais de toutes et tous réunis autour de la littérature, autour du théâtre. Et ce qui est très très beau dans ce projet, c'est qu'on a des tout petits de 2 ans et demi, 3 ans, petites sections. Donc là, mercredi, je vais avec mes collègues du service éducatif dans une école à Paris rencontrer les tout petits
qui pouvaient pas venir à la Comédie Française vendredi à l'occasion de la cérémonie de remise des prix. Ils étaient trop petits, ils auraient eu peur. Ouais. Donc c'est nous qui allons les voir pour 9 heures. Voilà. Et c'est vrai qu'on a des tout petits de 2 ans et demi jusqu'à des grandes gigues de 20 ans, de lycée professionnel, de lycée technique. Donc c'est un projet que je trouve beau parce que il est peu onéreux. Avec les téléphones aujourd'hui, on réalise des vidéos. En plus, les jeunes savent bien s'en servir, donc ils sont souvent moteurs. Pour celles et ceux qui ne voudraient pas prendre la parole, ils peuvent être derrière la caméra, derrière le téléphone, à travailler sur la prise de son. Marilina, je ne sais pas si vous avez travaillé de la sorte avec vos élèves, mais... Est-ce que tout le monde a voulu être face caméra ? Tout le monde a voulu participer face caméra. Au départ, ils ont eu un moment de timidité, ils avaient décidé de mettre des masques. Et puis, petit à petit, ils ont pris un peu plus confiance. Ils se sont rendus compte que les autres, parce qu'on a regardé les vidéos des années précédentes, ils se sont rendus compte qu'il y avait des élèves qui avaient eu le courage de le faire. Et donc, c'était contagieux. Ils s'y sont lancés. On n'a pas eu beaucoup de temps pour filmer, puisque nous avions décidé de filmer à l'intérieur du collège. Et donc, les plages, il a fallu vraiment trouver les plages où il n'y avait pas d'autres élèves dans les alentours. Ce qui a fait que j'étais derrière la caméra, ce n'était pas eux. Okay. En revanche, ils ont vraiment pris part à la conception de la mise en scène. Donc les masques, c'est eux qui les avaient créés. On a fait un atelier vraiment création de masques avec tout le vocabulaire qui s'en suivait. C'est eux qui avaient décidé les codes vestimentaires, qu'on serait dehors, qu'on mettrait le portrait de Molière pendant toute la vidéo, qu'on le laisserait accroché pour qu'il puisse un peu fluctuer dans le vent. Enfin, c'est eux qui avaient vraiment choisi toutes les questions de la mise en scène. Tout ça, on a vraiment travaillé sur la question de... On a un texte, on le met en voix, et ensuite, il faut le mettre en scène. Et je pense que ça, ça les a passionnés. Puisqu'actuellement, ils travaillent un projet avec un autre type de projet pour les parents, pour un spectacle à destination des parents. Et ils se lancent immédiatement dans des questions de mise en scène. J'ai une proposition, je voudrais dire que... Voilà, donc ça, je pense que ça allait rester. Et vous avez vu qu'il y avait, quelque chose de particulier qui se créait à travers cette langue, parce que c'est quand même très très ambitieux pour des élèves allophones de se lancer dans la lecture d'abord de Molière, et ensuite vous avez dit qu'il nous a aidé à bien prononcer, etc. Mais voilà, sur cette langue, cette manière finalement de la mâcher qui peut être une forme de défi, mais aussi peut-être de jeu. Quel a été le poids de la langue ? Je dirais que pour les débutants, la langue de Molière est aussi difficile que la langue que nous parlons. Puisque eux, ils découvrent, surtout ceux qui viennent d'alphabets très différents. Je pense par exemple aux élèves tamoulophones ou arabophones, qui, quand ils arrivent dans ma classe, dans le dispositif, connaissent à peine l'alphabet latin. Donc je pense que dans ce cas-là, ça leur a peut-être posé moins de difficultés qu'à un élève francophone natif pour qui c'est une langue très éloignée. Ils ont tout de suite vu que certains mots restent dans le temps, et je crois que ce qui a été intéressant pour eux, ça a aussi été de voir qu'il existe des états de la langue qui peuvent créer problème aussi aux francophones natifs. Et ça les a peut-être un peu rassurés, puisque je n'ai eu de cesse de leur dire que c'était difficile, mais que pour eux. Enfin, que ce n'était pas seulement difficile pour eux, mais aussi pour les élèves nés ici, puisque c'est une langue d'une autre époque, etc. Et puis, ils se sont vite appropriés certains mots récurrents. C'est pour cela qu'on a surtout travaillé sur certaines thématiques, parce que ça permettait d'isoler des mots de vocabulaire. Le mariage, les fiançailles... tout le lexique de l'argent, de l'amour, de l'argent. Le champ lexical de l'argent est très présent chez Molière. On a pu travailler aussi la question des classes sociales. Je pense que ça a dû leur rester de ce point de vue.
Et on a surtout, oui, isolé des champs lexicaux. Je pense que c'est ce qu'ils ont surtout retenu. En effet, c'est vrai que c'est drôle, Marine, de voir la réponse de tout petits jusqu'à des plus grands, de ceux qui font plus ou moins de mise en scène, qui se permettent différents écarts aussi, peut-être de chanter, le rapport aussi à la musique. Et je me disais qu'il y avait aussi quelque chose, c'est que la langue, elle se parle, oui, avec sa voix, mais avec tout son corps. Et ça aussi, je pense que dans la communication, ça joue un rôle assez fort, non? Mais c'est ce qui a été passionnant. Par exemple, cette saison, on a donné 12 prix, ce qui était beaucoup. On a eu du mal à départager tant la qualité était au rendez-vous, l'originalité, la fantaisie. Mais ce qui était passionnant, c'est de voir que un collège de Marseille était passé par le chant, par la classe à horaire aménagé musique, la classe CHAM, pour aborder l'œuvre. En revanche, le collège de Clichy-sous-Bois, ils sont passés par l'école de Clichy et passés par la danse. D'autres établissements sont passés par un travail plus classique de mise en voix, mais c'est vrai que cette pluralité des interprétations, de l'incarnation, était vraiment passionnante. Et quand on voit les tout petits dire des vers ou des mots de Molière, c'est très émouvant parce que ça sonne juste. C'est pas... Je crois que c'est un projet qui est assez sincère. Parce que Molière parle aux enfants aussi. Il parle aux plus grands, mais il fait partie de ces auteurs et autrices qui ont une véritable porosité avec le monde de l'enfance, notamment par le jeu, par le rire. Je ne sais pas si Marilina, vous avez pu le mesurer, mais voir comment le rire pouvait conduire des jeunes... Et des jeunes qui parfois venaient de pays très éloignés de la France, pouvaient les amener à la culture française, à la langue française. Certainement, puisque le rire a ce pouvoir de désacraliser un petit peu le texte et de rendre le rapport à l'erreur moins stressant. Dans la mesure où on voit que souvent... déjà parce que ça permet aux élèves de ne pas se concentrer sur tous les mots qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils se rendent compte qu'ils rigolent. Et ils disaient, mais madame, on rigole beaucoup. Ouais. Et souvent, ils me demandaient de regarder encore d'autres scènes, puisqu'ils étaient contents, il y avait un vrai plaisir dans la scène, dans le texte. Et je crois que, justement, cette omniprésence du rire, même dans des thématiques, l'Avare, c'est quand même une comédie assez sombre. C'est une pièce assez sombre. Mais malgré ça, ils ont bien compris le côté sombre, parce qu'il y en a certains qui ont mis en évidence, disant, mais lui, il préfère l'argent à ses enfants. Mais le rire a permis de passer outre, et de vraiment je pense que ça leur a permis de ne pas se dire, c'est trop compliqué pour moi, je ne comprends rien. Parce qu'au moins, il y avait ce côté, je peux comprendre que ça fait rire. Et à partir de là, la compréhension passe peut-être plus par le côté sensible que par le côté intellectuel. Et ça aide surtout ceux qui viennent des systèmes scolaires très éloignés du système français à mieux entrer dans le texte, à mieux entrer dans la culture. Et c'est pour cela aussi qu'on avait choisi Molière, puisque c'est peut-être l'auteur qui permet le plus d'avoir et des thématiques qui parlent effectivement aux jeunes, puisqu'il est toujours question d'amour, les parents qui n'ont pas assez d'argent. Enfin, ce sont des thématiques qui reviennent dans leur vie, je suppose. Donc voilà, c'est sûr que ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes.
Vous, Anis, vous êtes arrivée donc au Jeune Bureau, mais comme on parle là de l'éducation vraiment générale, de l'école primaire, collège, lycée, vous êtes de Belfort, je crois. Est-ce que vous avez eu comme ça des cours de théâtre pendant votre scolarité? Est-ce que l'étincelle se serait faite par exemple dans le cadre scolaire? Nous, à Belfort, on ne connaît pas trop, en tout cas, je parle pour moi, je ne connaissais pas trop le théâtre, c'était pas un monde qui s'était ouvert à moi, et pour nous ça existait juste pas en fait. Et c'est ma prof de français, Madame Herlot, je m'en rappelle très bien, et j'arrivais pas à tenir en place, et elle me dit, si tu veux faire rire les gens de ta classe, viens faire rire au théâtre, parce qu'elle avait elle avait une classe de théâtre à côté. Et c'est là où je me suis dit, non, c'est la honte, moi je vais pas faire du théâtre, non. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais tenter, je vais voir ce que ça donne. En vrai, j'ai juste envie de m'amuser et de rigoler. Et directement, ça a été l'évidence. Je me suis dit, enfin, je crois, on me regarde. C'est la première fois où les profs ont commencé à dire, tu vois, t'es sérieux. C'est la première fois où on me félicite, parce qu'après on a fait un spectacle de fin d'année. Tu te rappelles, c'était autour de quoi? Je me rappelle très bien de la pièce. Je me demande pourquoi on nous a donné ça à des élèves de 12-13 ans. C'était Caligula. Ah oui. Donc c'était des petites scénettes et j'avais le rôle de Caligula. Wow. Et j'ouvrais la pièce habillé en robe, talons, perruque, et je me suis dit, devant tout le collège, comment je vais faire? On va se moquer de moi, c'est pas possible. Et je me rappelle très bien, je me suis dit, la seule façon qu'on se moque pas de moi, c'est d'assumer à 100%. D'y aller à fond et de voir qu'en fait on prend du plaisir et que c'est juste de l'amusement, tout ça. Et je suis allé à fond. Et tous mes amis de mon quartier m'attendaient à la sortie et m'ont tous sauté dessus en me disant bravo, nanana. Si on s'était moqué de moi, je pense que j'aurais jamais fait de théâtre de ma vie. Ouais. Mais là, je me suis dit, waouh, ils se sont pas moqués de moi et ils sont même contents pour moi. Et je me rappelle très bien, les profs m'attendaient, ils me disaient félicitations Anis. Et c'est la première fois que des profs me disaient félicitations. Et je me suis dit, c'est ça que je vais faire de ma vie. Une forme de naissance. Voilà, c'est ça. Donc sans Madame Herlot, je ne serais pas là. Peut-être. C'est magnifique quand même. C'est un peu le sel de l'éducation d'avoir ce genre d'épiphanie comme ça. Et après, il y a tout un parcours. Vous êtes arrivé au Jeune Bureau. Je disais que vous étiez là en 2022-2023. Je me rappelle d'une émission qu'on avait faite à la Coupole. Ouais, c'est ça. Et où il y avait toute cette troupe de Jeunes Bureaux qui racontait un peu cette expérience. Pour ceux qui n'étaient pas spectateurs de cette émission de janvier 2023, peut-être leur raconter qu'est-ce que c'est alors ce Jeune Bureau, cette espèce d'immersion pendant une saison entière qui quand même exige beaucoup de vous tous. Ouais. Vous êtes une vingtaine, c'est ça? Ouais. C'est même pas troupe, c'est une famille. Vraiment, je me suis fait énormément d'amis, je me suis fait plein de connaissances. Et au début, je me sentais pas d'y aller. Je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, j'avais du mal à construire ma pensée et je me suis dit ouf. Et j'ai envoyé ma lettre de motivation et au début j'avais du mal, mais y a des gens qui nous accompagnent, on n'est pas seul, que ce soit élève comme prof. Je pense à Séverine, je pense à Séverine Decour, voilà, je pense à elle qui m'a énormément aidé à construire une pensée. Ça demande beaucoup de soi, d'écrire, de partir de soi, d'écrire, parce que toutes les semaines, on doit écrire des petites histoires. Elle va nous mettre un thème et on va écrire, et parce qu'à la fin, on a une petite pièce. Avec une restitution, en effet. Avec nos écrits. Ouais. Et au début, j'avais du mal à construire ma pensée, comment construire sa pensée, comment partir de nous. Et elle nous a aidés, et en vrai... je conseillerais tout le monde d'essayer, parce que c'est vraiment une famille. Et encore aujourd'hui, on se voit, on s'envoie des messages, on a encore notre groupe WhatsApp, et franchement, c'est une expérience à vivre. C'est vraiment une expérience à vivre. Donc on avait des cours, je ne sais pas si on peut appeler ça cours,
Des ateliers? Voilà, des ateliers d'écriture avec Séverine Daucourt. On avait des ateliers de débat, on devait lire des pièces avec Laurent Mulaisen et Séverine et Marine qui venait aussi. Et Adèle? Et Adèle, bien évidemment. Et on discutait et j'ai appris énormément en fait des autres. C'est vraiment à partir des autres que nous on commence à se former, c'est pas tout seul. Donc c'est vraiment ça qui est vraiment bien. C'est que t'es pas tout seul, c'est qu'on n'est pas tout seul et que je voyais les autres comment ils construisaient leurs pensées, comment ils débattaient des livres, et ben j'ai pris tout ça, je me suis fait ma cambouis et ben après à force. Et vous vous êtes dit moi aussi je peux. Ben oui, même s'il était différent, mais il n'était pas moins bien ou mieux, il était juste différent des autres et chacun en vrai avait son opinion sur chaque pièce, sa façon de parler, sa façon de construire leurs pensées. Et c'est vraiment là où on se dit, en fait, tout le monde est accepté. Il n'y a pas une raison, il n'y a pas une façon de dire ce qu'on pense, en fait. Oui, ça c'est aussi la magie, en effet, de ce théâtre. Je repensais au texte de cette restitution 2023, Je ne suis pas ce que je suis, et quand j'ai relu... On peut retrouver sur Internet. Oui, exactement. Allez le lire. Et quand je l'ai relu... et je regardais, comme je savais qu'on se voyait ce soir, je regardais vos répliques à vous, et où il y avait une récurrence quand même du mot seul, du mot perdu, de la solitude, de petit poisson dans le vaste océan. Ouais. Et bon, ce petit poisson dans le vaste océan a fait son chemin, mais voilà, il y a eu une sorte d'incubateur comme ça dans ce collectif aussi qui a permis cette révélation. Oui, parce qu'ils ne m'ont pas mis de côté. Ils ne m'ont pas dit... J'avais ce truc vraiment au début. Je me suis dit, je vais être seul et je vais rester dans mon coin. Je vais faire juste mes ateliers et je vais apprendre. Et j'écrivais beaucoup sur ça en début d'année. Et après, on m'a juste accepté. Et comme on accepte chacun d'entre nous, parce que le début... on se connaît, on apprend à se connaître. Et oui, c'est revenu assez souvent dans la pièce, cette solitude. Et Marine, cette idée comme ça qu'au théâtre, justement, la bif et le moine, ça c'est... C'est crucial. C'est crucial. On vient avec ce qu'on est. C'est vrai que les comédiens de la Comédie Française disent souvent qu'au théâtre, l'habit fait le moine, contrairement à la vie, où l'habit ne fait pas le moine. L'habit fait le moine parce que si on porte un costume de duc, on peut être Alphonse d'Este, et quand on porte une petite jupe et une petite robe, on peut être Toinette subitement. Enfin voilà. En effet, au théâtre, l'habit fait le moine. Et ce qui est très beau dans ce collectif du Jeune Bureau, c'est que on arrive avec ce qu'on est et on construit un groupe. Et par cet effet d'atelier de pratique, parce que... la pratique, c'est le maître mot, j'ai l'impression. C'est le maître mot. Vous parliez, Judith, d'incubateur, c'est exactement cela, c'est-à-dire d'un laboratoire qui dure une saison, entre septembre et fin juin, une saison au cours de laquelle les jeunes ne font qu'une seule et même chose, pratiquer. Donc pratiquer l'écriture aux côtés de Séverine Daucourt, qui est poétesse, pratiquer la lecture dramaturgique, parce que la lecture d'une pièce de théâtre, le texte de théâtre, il repose sur deux gros moteurs que sont, de mon point de vue, l'opposition, le conflit. Le théâtre naît d'un conflit entre deux personnages. Et il naît d'un autre point qui est le hors-scène, c'est-à-dire le manque, le vide. Et tout cela, ces deux points sont à compléter par le lecteur. Et c'est pour ça que le théâtre est si intéressant à faire étudier à des jeunes, c'est que, d'une part, c'est un genre qui est très bref. Oui, le temps de lecture n'excède pas le temps de la pièce. Exactement, oui. C'est 1h30, voire 2 heures de lecture. Et que ça implique de la part du lecteur ou de la lectrice un travail d'inspecteur pour combler les béances, les vides du texte. Et ça, quand on lit du théâtre, on est déjà un peu le metteur en scène de la pièce qu'on est en train de s'imaginer.
Et ça, c'est tout le travail que mène Laurent Mühlhausen, conseiller littéraire de la Comédie Française, au cours de ces ateliers de lecture, de dramaturgie, sachant qu'on part à Nice, peut-être pourras-tu en parler, mais de pièces qui sont difficiles. Est-ce que tu as des souvenirs de pièces? J'ai des souvenirs de pièces qui sont difficiles d'accès. Tu penses à quoi? La mort de Danton. La mort de Danton J'ai de eu du Wojciech. mal. Mais oui, bien sûr. Oui, de toute façon, déjà, le texte est un peu palimpseste comme ça. Exactement. Donc, oui. Et j'avais pas tous les faits historiques. J'avais pas tout ça. Et ouais, La mort de Danton, c'est la pièce qui me reste le plus en tête, où j'ai vraiment eu du mal à tout comprendre. La lecture, normalement, ça fait 1h30, 2h. Moi, ça m'a fait 3-4 heures, je pense, au total, avec toutes mes recherches, avec tout ça. Donc, ouais, et tu as le souvenir d'autres pièces? Peut-être moins difficiles, ou des pièces francophones? Alors, il y avait Stonewall qui était... Ouais, Stonewall. Pas très... de David Léon, un auteur francophone, français. Qui était pas très difficile, qui était facilement accessible. Il y avait quoi? Il y avait Médée aussi, rien à voir, mais ça j'ai beaucoup aimé. Et à ce moment-là, vous voyez les pièces, parce que ce sont des textes aussi là qui ont été tout à Exactement, fait récemment montés, que ce soit Médée, On a que vu ce soit la Danton. Voilà. mort de Danton à la Comédie Française. Et ça aussi, c'est un enseignement, c'est-à-dire de voir comment un texte qu'on a lu soi-même, on s'est fait, comme le disait Marine, peut-être sa mise en scène pendant la lecture, pendant le travail, pendant les discussions, et on voit tout à coup un travail accompli sur scène qui peut-être va à l'encontre de l'image qu'on s'était faite, peut-être nous déçoit, peut-être nous émerveille. Mais c'est fou, c'est là où on voit tout le travail des acteurs. C'est que dans leur bouche, c'est compréhensible, c'est normal. Et c'est incarné. Cela va de soi. Et il y a même un autre exemple. J'avais lu, cette année, j'ai travaillé sur la pièce d'Andromaque. De Racine. De Racine. Et parce que je jouais le rôle d'Oreste pour mes concours. Et j'ai lu en audio, les comédiens de la Comédie Française avaient lu cette pièce. Pour France Culture. Pour France Culture, qui est sur YouTube. Et dans leur bouche, en fait, je comprenais tout. Alors qu'en lecture, je devais lire, relire, comprendre les sens. Et c'est là où on voit le travail des acteurs qui est exceptionnel. Et je compléterai les propos de Anis. Le travail des acteurs, on mesure le travail des acteurs à la lecture, à l'occasion d'une représentation, mais également l'intelligence de l'acteur ou de l'actrice, l'intelligence de l'incarnation. C'est ça qui est très frappant, et c'est pour ça que à la Comédie Française, on met en place des dispositifs, des projets qui articulent théâtre et lecture, parce que par la lecture, on trouve une intelligence du texte. Mais il faut se confronter au texte. Et c'est vrai que ce que dit Anis est tout à fait pertinent. Les comédiens ont une intelligence du texte qui est exceptionnelle. Ils découvrent un sens caché au texte, dans le pli des mots, dans le pli de la plage. Et aussi, on pense quand on regarde une pièce que c'est facile. C'est là encore où c'est encore plus exceptionnel. Les comédiens nous font croire que c'est facile, en fait. Quand on les entend, c'est lui. C'est l'évidence. C'est l'évidence, c'est lui. Et c'est là où on voit tout le travail. En fait, c'est là où est tout le travail, c'est que la répétition. La répétition, et on pense que c'est facile. En fait, c'est pas tout à fait si simple que ça. Mais ouais, l'incarnation. Marilina, quand vous emmenez vos élèves au théâtre, oui. Ça aussi, ça a un poids, ça a une force de voir comme ça le spectacle vivant et incarné, comme dit Anis. Ah oui, ça c'est la première remarque, parce que je demande toujours des petits comptes rendus de ce qu'ils ont vu, et en particulier de ce qu'ils ont aimé, et bon, éventuellement ce qu'ils n'ont pas aimé. Et ce qui ressort chez tous les élèves, c'est les acteurs, ou les musiciens, ou les danseurs, ça dépend des spectacles qu'on voit, étaient trop bons. Et ils jouent trop bien. Ou ils remarquent tout de suite, d'une certaine manière, la technique.
La technique, c'est-à-dire, par exemple, lorsqu'il y a, quand on a vu les fourberies Scapin, ils ont énormément apprécié, même s'ils n'ont pas tout compris, puisque c'est vrai que le jeu d'acteur était formidable de la part de tous les acteurs qui étaient en scène. On y était début juin. Et c'est la première chose qu'ils m'ont répété quand je leur ai demandé alors est-ce que ça vous a plu, est-ce que vous êtes contents. Ils ont tous dit mais madame les acteurs, ils étaient vraiment vraiment très forts, c'était magnifique. C'est la première chose qui leur fait passer vraiment le jeu, enfin qui leur fait vraiment passer le texte. Et le plaisir aussi, mais c'est parce que c'est l'incarnation aussi, le corps, j'y reviens, mais c'est vrai que c'est quand même aussi tellement essentiel et tellement central, c'est-à-dire qu'une mimique, un visage, un regard, un corps, une manière de marcher, c'est du théâtre. Il n'y a pas que les mots, il y a aussi ce théâtre du corps. Aussi, c'est que quand on est comédien, on nous dit aussi, là, vous dites que les enfants regardaient les acteurs, mais quand on fait des cours de théâtre, on nous dit de regarder les enfants. Oui. Il faut regarder les enfants, c'est eux qui ont la vérité sur le jeu. Parce qu'ils ont cette naïveté, quand ils jouent à la police et au voleur, quand ils jouent dans la cour de récré, c'est vraiment un policier, c'est vraiment un voleur. Donc ça va dans les deux sens. Nous aussi, on regarde beaucoup les enfants, comment ils jouent, cette naïveté. C'est marrant parce qu'on parlait du bureau, du jeune bureau, vous évoquiez ces ateliers, on a davantage en fait parlé de l'écriture, de la lecture, davantage que du jeu. Il y a quand même aussi des ateliers de jeu. Et puis vous avez là, comme ça, esquissé que vous aviez préparé le concours avec Andromaque. Donc en fait, vous avez fait en effet ce jeune bureau, mais dans l'idée de devenir acteur. Ouais. Je voulais faire acteur, je suis monté à Paris pour ça. J'étais à 1000 visages aussi, juste avant, c'est une association. Qui fait quoi? Tu peux présenter 1000 visages parce que c'est intéressant, c'est un peu... Donc 1000 visages, c'est une association qui essaie de démocratiser le théâtre et le cinéma dans les endroits où on n'a pas forcément l'accès. Et donc, ils nous donnent la chance d'avoir plusieurs cours gratuitement de théâtre, de mise en scène, d'écriture, de plein de choses, de réalisation. Et j'étais à 1000 visages l'année dernière, en même temps que le jeune bureau. Et 1000 visages, c'est quelque chose de très important aussi pour moi, à la même hauteur que le jeune bureau, et que cette année, je suis aussi à Horizon Théâtre. C'est une classe prépa à égalité des chances aux écoles nationales. Donc c'est toutes ces personnes qui font ce que je suis. C'est des gens qui me tendent la main. Et donc les ateliers de Christian. Les ateliers de Christian Gonon, oui, je voulais déjà être acteur à la base. Et c'est vraiment... on faisait beaucoup d'impro au début. Et quand on a commencé à avoir le texte, ils nous le mettaient en bouche, essaye de dire ça. Et même si on ne l'écrivait pas, parce que dans le livre, c'est écrit Anis de petit tiret, et c'est pas forcément celui qui avait écrit qui jouait. Ça, c'est très important, parce que c'est exceptionnel de voir dans la bouche de l'autre ce qu'on écrit. Et donc les ateliers de jeu, il nous a monté la pièce, il nous a aidé, c'était le metteur en scène extérieur, pour jouer le spectacle en fin d'année. Et je l'adore aussi, Christian Gonon, parce que quand je préparais les concours, c'est Christian Gonon qui m'a aidé à préparer mes scènes aussi. Marine Jubin qui m'avait fortement conseillé encouragé de les passer, et voilà. Non, mais j'en garde que des très bons souvenirs de tout ça. Mais c'est surtout quand même à Nice que ça a marché. Ouais, cette année ça a marché. Cette année ça a marché. J'ai eu l'école du Nord, c'est une école nationale d'art dramatique à Lille. Et j'ai eu aussi le TNB, qui est aussi une école nationale d'art dramatique à Rennes. L'école du Nord est dirigée par David Bobet, un metteur en scène, et le TNB qui est dirigé par Arthur Noziciel. Voilà, j'ai eu ces deux écoles nationales d'art dramatique. Je suis très content de les avoir eues. Mais c'est grâce à tous ces gens, comme Marine, comme Christian, comme Eric, comme Horizon, comme 1000 visages. C'est grâce à eux que j'y ai cru.
Sinon, je me suis dit que c'était pas fait pour moi. Et vous, Marine, il y a les promotions les unes après les autres, mais c'est pas parce qu'une promotion est terminée qu'on ne suit pas ceux qui étaient dans cette promotion terminée, la preuve en est. Moi, j'aime bien la fidélité. Il y a deux choses que j'adore dans la vie, c'est la répétition. C'est aussi pour ça que j'aime le théâtre, les répétitions. J'aime la répétition et j'aime la fidélité. Et après, je ne reste pas en contact avec toutes et tous, mais j'aime quand ça s'inscrit dans le temps. Et c'est vrai que je suis un certain nombre de jeunes, parce que là, le Jeune Bureau a 6 ans d'existence. Oui, c'était 2018. C'est 2018, ça veut dire que nous avons les premières cohortes qui sont entrées sur le marché du travail, qui ont pu construire des vies familiales ou des vies professionnelles ou des vies passionnelles. Mais en tout cas, nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui nous donnent des nouvelles, et on va les voir sur les scènes. C'est vrai que c'est important pour nous d'inscrire ces partenariats, qu'il s'agisse des partenariats avec des établissements scolaires ou des partenariats avec des jeunes, de les inscrire dans un temps, que ce soit pas du one-shot. C'est pas du tout l'ADN de cette maison qu'est la Comédie Française. On est dans une maison qui existe depuis 1680. Et c'est vrai que ces dispositifs n'ont de légitimité, me semble-t-il, que dans un temps long. Parce que c'est le temps long aussi qui rend les choses difficiles, parce que chaque année, il faut se renouveler, il faut être dans une continuité tout en sachant se renouveler. Et ça, c'est pour ça que c'est si intéressant d'être dans cette logique de continuité. Et c'est vrai que les comédiens, les comédiennes, les gens de l'administration, Éric Ruff, dont tu parlais, quand tu as dit Éric il y a quelques secondes, tu parlais d'Éric Ruff. C'est ça. Et ben, c'est vrai qu'on garde souvenir de ces jeunes, parce que fondamentalement, et cette année, j'ai été très marquée par une émission de radio. Je peux en parler ? Évidemment, vous pouvez en parler. On va partager ce qui vous a marqué. Ouais, ça m'a fait même pleurer. C'était un dimanche, j'étais dans ma cuisine, il était 12h30 et j'écoutais France Culture. Et il y a un professeur d'histoire à l'école des hautes études, Jean-Frédéric Chaube, qui parlait de l'époque dans laquelle nous étions, l'époque de crise des idéologies. Et puis, à 13h25, il a terminé en disant de toute façon, l'une des plus belles réponses apportées à Samuel Paty, qui est cet enseignant de Conflans-Sainte-Honorine, des Yvelines, qui a été assassiné, puis du professeur d'Arras. La meilleure réponse à ces actes innommables a été notamment apportée par la Comédie Française, par Éric Ruff, qui a mis en place un projet qui s'appelle Les Jeunes rendent hommage à Molière. Et le journaliste d'interroger cet historien, de lui dire mais pour quelle raison, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant d'après vous, et cet historien disait la meilleure réponse à apporter à la barbarie, c'est la culture, c'est la langue, c'est l'écriture. Et en fait, j'étais très émue de cela, parce que moi-même, j'ai enseigné, j'étais professeure de français, et que les professeurs sont souvent en première ligne d'actes de barbarie absolument indicibles, et que je crois fondamentalement que le terreau qui fera notre avenir et qui fera un avenir dans un monde meilleur, c'est celui de la culture. Et je crois que si la Comédie Française peut, à une échelle modeste,
mais participer à donner envie de s'amuser, parce que ces deux programmes que sont les jeunes... Ils sont joyeux. C'est joyeux. On n'est pas là pour... On l'a pas dit, mais c'est... Ouais, on n'est pas là pour s'emmerder, on n'est pas là... La vie a son lot de tristesse, il faut se battre, et c'est quand même des dispositifs très joyeux de partage, de rire... et d'ouvrir les portes de l'imagination. Et d'ouvrir les portes de l'imagination, et d'ouvrir également les portes de théâtre à des jeunes pour qui c'est parfois difficile de franchir des portes symboliques. Et donc c'est joyeux, et c'est ce partage, c'est cette générosité, et je trouve que la Comédie Française joue un beau rôle, a une carte à jouer dans cet amour de la langue française, qui n'appartient pas aux Français, qui appartient à toutes et tous, qui appartient à toutes les générations, et on peut s'en amuser, on peut prendre du plaisir. Dans ce concours, en tout cas, on voit bien qu'en effet Molière appartient à tous. Oui. Et puis c'est joyeux, mais ça permet aussi une certaine connaissance de soi, puisque Molière inévitablement invite à réfléchir à qui l'on est, à ce que l'on fait, à ce rapport aux autres. Et comme vous le disiez tout à l'heure, lire tous ensemble, ça veut dire aussi confronter sa propre interprétation des choses à celle des autres. Et inévitablement, ça amène à une plus grande ouverture d'esprit. Vous qui avez beaucoup travaillé sur le geste autobiographique, je me disais que tout ça était bien en résonance finalement aussi avec vos travaux d'études, c'est-à-dire le poids aussi de ces rencontres, des grands textes, des belles rencontres bien dans l'autobiographie des uns et des autres. Je reste persuadée en réalité que la littérature permet avant tout de se connaître. Au-delà aussi de tout le poids social qu'elle peut avoir et politique, ce qui manque cruellement dans notre époque, puisque c'est exactement ce que vous dites, la culture aujourd'hui est reléguée au divertissement, et elle est rarement interprétée comme un vrai geste politique. Et il me semble que l'hommage, les jeunes rendent hommage à Molière, et le jeune bureau va vraiment dans le sens d'une vraie participation de la comédie française et du monde de la culture à la société, à l'élargissement des horizons, au franchissement de seuils qui pour certains pourraient être, symboliques et réels, puisque le théâtre, au moins le théâtre comme la comédie française, des théâtres comme la comédie française, avec les ors, les lustres et le poids du patrimoine, peuvent faire peur. C'est ce que j'ai pu constater auprès de certains élèves. Parfois, ça peut les intimider. Ils n'iraient pas tout seuls, ça c'est sûr. Et le fait de leur ouvrir les portes, ça construit quelque chose à l'intérieur de soi. Annie, on est complètement la preuve quand vous nous disiez je ne savais pas si j'avais le droit d'être là et si jamais je serais acceptée, et de se rendre compte que chacun a sa place, chacun a sa voix, et qu'en effet... On nous ouvre les bras aussi, qu'on est les bienvenus, qu'on est chez nous autant que n'importe qui en fait. Je me suis sentie à l'aise ici directement, c'est ça qui est bien. Une famille. Eh bien, l'été arrive quand même dans pas trop longtemps, donc on va souhaiter à chacune et chacun d'avoir un été plein de livres, plein de lectures, plein de bonheur de lecture et de mâcher des tas de mots de toutes les couleurs. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Judith. Merci beaucoup, longue vie à toutes ces belles activités, et merci évidemment à Zélie d'Allemagne et Elisa Budin. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Béline à 19h le lundi en direct pour Quelle Comédie.